Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Cela fait 9 jours que le collectif Tetao no Tehono proteste contre la hausse du prix des hydrocarbures et demande votre démission. Que lui répondez-vous? Pour ce qui est de la demande de la démission, c'est au président du pays qu'il décide de nommer ou pas les ministres qu'il souhaite. Alors, là-dessus, je ne peux pas répondre. Je crois qu'ils ont dû adresser au président du pays. Mais s'ils envisageaient effectivement de me retirer la fonction, ça m'occasionnerait aucune difficulté. Et pourquoi vous êtes-vous retiré des négociations? Je crois qu'à un moment donné, ils ont voulu donc directement traiter avec la présidence. J'ai voulu laisser la liberté d'expression, les rencontres. Il s'est trouvé que le vice-président avait les mêmes données. Hein. Vous savez, ce qu'il faut bien confronter dans la situation actuelle des hydrocarbures, l'augmentation n'est pas pour le plaisir d'augmenter. Il s'agit d'apporter un soutien au secteur économique. Et pourquoi c'est aux consommateurs à payer pour soutenir notamment le FRPH? Alors, l'explication est simple. À la mise en place du FRPH, il n'était dédié qu'à l'abaissement du coût des carburants pour produire de l'électricité. Donc, c'était sa vocation première. Ensuite, dans le temps, a été rajouté l'abaissement des carburants de certains professionnels. Les pêcheurs, 50 francs du litre, alors que le public paye 182. La différence doit bien venir de quelque part. Ensuite a été rajouté diverses fonctions, les armateurs, les pelliculteurs et ainsi de suite. Et donc on s'est retrouvé avec un fonds qui intervient sur plusieurs niveaux. Alors certains pensent qu'on fait des cadeaux à l'EDT, pas du tout. Le choix qui est prévalu jusqu'à présent pour le gouvernement, c'est de maîtriser au mieux le coût de l'électricité rendu aux consommateurs. Si l'on sortait l'aide du coût de l'électricité au niveau de l'EDT, les tarifs vont augmenter automatiquement. Mais l'électricité est déjà chère en ce moment. Justement, compte tenu de la situation des carburants et des coûts de production, dans ces conditions, le public, même si on a baissé le prix de son carburant, continuera à payer plus cher son électricité. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Moi, ce que j'ai proposé, c'est effectivement de faire un effort sur les professionnels. Je rappelle quand même, ils pèsent d'un point important. Mais surtout, dans mon ministère, il est distribué 15 milliards d'aides à l'activité économique. La question qui mérite d'être posée, ne peut-on pas réduire une partie de ces aides pour venir soulager le prix des carburants? Je rappelle que ces aides sont aussi payées par la population. Et pourquoi ne pas le faire? C'est le grand débat que je souhaite. Vous savez, lorsque je vais prendre, moi, la décision de retirer une aide à tel niveau, d'autres professionnels vont se lever pour me dire « non, vous n'avez pas le droit ». C'est pour ça que j'ai préconisé une grande réunion en présence des employeurs, des syndicats, parce que ça va impacter l'emploi, mais également de ce collectif, pour qu'on mette les choses à plat et qu'on définisse ensemble quelles priorités devons-nous tenir. Mais au-delà de cette question, c'est bien la cherté de la vie qui est posée. Et moi, je voudrais davantage m'engager là-dedans. Mais attention, on a un problème budgétaire de trésorerie à résoudre aussi. On ne peut pas créer un trou de trésorerie pour un abaissement comme ça, fictif, qui ne dure qu'un temps. Il faudra bien résoudre. C'est pour ça que j'ai convié, voilà ce que j'avais proposé, j'ai convié donc dès la fin de ce mois-ci, en début de mois, qui est une grande discussion sur toutes les aides utilisées, sur les fameux 15 milliards redistribués au secteur économique. Est-ce qu'il ne faut pas les réduire? Si on les réduit, ça veut dire que quelque part on peut soulager la pression fiscale, et notamment pourquoi pas sur les carburants, sur autre chose. Mais on ne peut pas traiter la question que par une seule situation. Avec cette augmentation, cette nouvelle augmentation du prix des hydrocarbures, à combien évaluez-vous le bénéfice pour le pays? Non, c'est justement, on a du mal à comprendre. Je ne garde pas de bénéfice. J'arrive à équilibrer une situation. Sinon, je ne peux pas permettre que les pêcheurs aient un carburant à 50 francs. Qui paye la différence? C'est bien sur les hydrocarbures publics que les armateurs ont un carburant à 77 francs. Qui paye la différence? Tout se joue à ce niveau-là. Qu'à l'EDT, on leur impose voilà le prix du carburant pour limiter la hausse de l'électricité. Qui paye la différence? C'est bien le public. Il ne s'agit pas pour le pays d'emmagasiner. Il s'agit d'équilibrer. Alors, de deux choses l'une. Soit on dit il n'y a plus aucune aide et les prix ils ressortent tels quels. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les pêcheurs, les armateurs vont payer leur carburant beaucoup plus cher. Le prix de l'électricité va payer beaucoup plus cher. Alors le choix de la population, c'est lequel? C'est, me semble-t-il, l'énergie qui touche la population, mais également toutes les entreprises. C'est un choix qui a été fait. Mais par ailleurs, je disais qu'il y a 15 milliards d'aides au secteur économique qu'il faut peut-être remettre sur la table et décider ensemble qu'est-ce qui doit être conservé
afin de pouvoir alléger ailleurs? Voilà la bonne question. En fait, il n'y a pas de solution pour sortir de ce conflit. Si, c'est une solution globale. On ne peut pas demander au pays de subvenir à tout, à un moment donné. Dans ces conditions, si l'on me permettait demain de retirer les 15 milliards d'aides accordées à tous les secteurs économiques, vous savez, quand on aide les entreprises par l'IME, c'est quand même des montants énormes. Mais dans ces conditions, que vont dire ces chefs d'entreprise? Nous allons licencier, vous ne pouvez pas s'en sortir. Je crois que c'est vraiment une mesure globale qu'il faut poser sur la table et à partir de là, redéfinir qu'est-ce qui est du ressort de l'aide publique ou pas. Revenons à présent sur la dotation de 6 milliards de l'État. L'opposition soutient que cette dotation est soumise à conditions. Est-ce réellement le cas? Alors, je ne connais pas lesquelles de conditions de l'opposition. Le plan de redressement. Alors, ce n'est pas une condition. Je crois que le plan de redressement, l'Assemblée l'a adopté l'année passée. Et c'est une volonté du pays d'aller vers un allègement des charges. Là aussi, c'est une question. Notamment, comment restructurer certains établissements. On va vers une réduction d'effectifs. Moi, j'envisage même de permettre un départ de fonctionnaires quittant l'administration pour alléger justement la dépense future en termes de fonctionnement. Mais c'est véritablement une volonté. L'État ne nous l'a pas imposé. Mais c'est à nous de définir quel type, notamment les fusions d'établissements, que ce soit le FDA ou l'OPH, pour arriver à une structure unique, mais avec moins d'effectifs, mais plus performants. C'est pour réduire les charges de fonctionnement. C'est le souhait du ministre de l'économie et des finances, ce n'est pas imposé par l'État. C'est au contraire dans cette optique qu'on peut utiliser ces fonds pour améliorer la gestion à venir. Le président Temaru a annoncé dimanche sur notre plateau que le pays a déjà perçu une partie de cette somme, près de 1,9 milliard. Oui. À quoi servira-t-elle? Justement, s'agissant d'une dotation exceptionnelle, vous savez que les finances publiques du pays accusent un certain retard sur des factures, notamment le versement d'une partie du régime de solidarité, ce qui a occasionné un problème de trésorerie à l'hôpital. Par ailleurs, on doit également rattraper une partie du FIP versé aux communes. Donc, ce montant-là, tous les montants à venir, seront bien sûr redispatchés par rapport aux situations de trésorerie du pays et les retards un peu accumulés. Mais on arrivera à résorber toute la situation. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir de l'argent pour faire de nouvelles dépenses. Et en même temps, dégager les possibilités de relancer l'investissement. Voilà les orientations qui sont données. Une dernière question sur la dette du pays. Cette semaine, un quotidien de La Place a annoncé que la dette du pays s'élève à 92 milliards et que les recettes fiscales ont diminué de 18 milliards entre 2007 et 2011. Quelles sont vos pistes pour résorber cette dette? Alors, je crois qu'il faut bien comprendre la mécanique. Si le pays, effectivement, en termes d'emprunt, à 90 milliards, c'est ça, sa situation d'emprunt, sur un PIB qui fait 500, allez, un peu moins, plutôt 500 milliards. Je rappelle que les grands pays, tels que l'Espagne, la dette est supérieure au PIB. C'est ça qui a créé la crise financière. Nous avons un endettement de 17%. C'est-à-dire que nous avons une situation de capacité à s'endetter bien meilleure que d'autres. Ce qui est important, c'est que les 90 milliards ou les 92 milliards du quotidien, ce n'est pas remboursé demain. Lorsque nous contractons un emprunt auprès d'une banque pour la construction d'un logement, le paiement est étalé dans le temps. Et donc, tous les ans, le pays rembourse à hauteur de 8 à 10 milliards. Et ce programme est suivi. Ce n'est pas une dette exigible du jour au lendemain. Ça s'étale dans le temps. Monsieur le ministre, vous restez avec nous. Nous allons parler emploi dans quelques instants. Vous venez de l'entendre, le ZEFI fait état de 10 700 chômeurs. Les gens n'ont plus de travail. Comment allez-vous faire pour leur donner du travail? Oui, il s'agit de 2000 demandeurs d'emploi. Comme l'a rappelé également le directeur du ZEFI, en termes d'offres, on est à 2000 et quelques. On est bien loin du compte. Mais nous avons déjà, à ce niveau-là, des offres. Alors, c'est vrai que le ministère de l'Emploi a voulu donc mettre en place des mécanismes d'accompagnement, que ce soit par la formation. Parce que lorsqu'on regarde la demande des entreprises, notamment des structures, ils mettent en avant le manque de formation. Donc, il faut amener ces demandeurs d'emploi vers des formations adéquates pour qu'ils aient plus de chances de trouver l'emploi. Mais il n'y a pas que le CEPIA. Donc, il y a du travail en Polynésie? Disons qu'il y a de l'activité. Il y a de l'activité. Mais encore faut-il bien configurer son projet. Et l'accompagnement, moi je salue la maison de l'insertion de Pirin, ce qui permettra de désengorger un peu la situation du CEFI. Parce que sinon tout le monde se présentait au CEFI. Étant donné qu'ils vont travailler sur les modalités du CEFI, ça permettra. Et peut-être qu'ils pourront consacrer davantage de suivi particulier. Mais ce que je rappelle, c'est qu'il y a énormément de panoplies de mesures. La dernière ronde que je souhaite mettre en place, c'est l'apprentissage.
véritablement instaurer l'apprentissage dans ce pays qui n'a jamais été mis en place depuis 20 ans, 30 ans. C'est quoi le principe? C'est un jeune qui permet en entreprise de reprendre ses études et donc d'arriver à une formation véritablement qualifiante, dont un BEP ou un CAP. Et ce dispositif, je vais le présenter tantôt à l'Assemblée. Et j'ai également envisagé pour nos jeunes qui ont eu des formations diplômantes, qui ont fini un cycle, qui est également un accompagnement du pays pour qu'ils trouvent plus facilement un employeur, pour enfin obtenir le label de ce que j'appelle l'expérience. C'est un peu le grand reproche qu'on fait aux jeunes, dire mais si vous n'avez pas d'expérience, je ne peux pas vous prendre. Alors j'incite les entreprises, je prends en charge la présence de ces jeunes pendant moins de délai 3 mois pour qu'ils acquièrent cette expérience, pour qu'ils peuvent ensuite se présenter sur le marché du travail avec tous les outils qu'il faut. Donc il y a un dispositif, plusieurs dispositifs qui sont... Ces nouvelles mesures seront lancées dès cette année? Elles seront lancées, elles sont à l'heure actuelle déposées à l'Assemblée, c'est le bureau de l'Assemblée, donc j'attends la réunion de l'Assemblée pour ensuite les rendre en application, pour accompagner justement ces demandeurs d'emploi, y compris les chefs d'entreprise. Le ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, a présenté au Conseil des ministres ce matin un projet de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer. Est-ce qu'il prévoit aussi des mesures pour lutter contre le chômage en Polynésie? Je pense que dans l'allocution, donc le projet du président de la République, il y avait donc le contrat génération. Et l'idée, c'est donc comment faire bénéficier la Polynésie. Vous savez que la compétence de l'État s'arrête surtout au département. Sur l'emploi, c'est la compétence du pays, mais il peut très bien être envisagé, en fonction de ce dispositif, qu'on puisse avoir des retombées par voie conventionnelle pour nous accompagner également, le pays, dans les retombées de la création d'emplois. Vous en avez parlé avec le ministre? Nous en avons discuté, mais lorsque j'avais rencontré, je dirais les préconisations n'étaient pas affinées, parce qu'il y avait la grande conférence sociale. Mais je pense que ce débat-là devait être repris pour justement trouver ces conditions d'application en Polynésie. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.